Bonjour, je présente aujourd'hui la 76e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo présente la charte de la Havane de 1948 sur le commerce international. Je voudrais commencer par montrer que l'on peut appliquer dès maintenant certains des principes de la charte de la Havane de 1948, mais sur le plan bilatéral uniquement. Nous n'avons aucune illusion sur la possibilité de faire bouger, à court ou moyen terme, l'ordre néolibéral mondial en matière commerciale, comme dans le reste. Il est solidement verrouillé par des institutions supranationales comme l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN, l'Union européenne. Nous participons néanmoins à toutes les mobilisations internationales qui ne cultivent pas la naïveté, réelle ou feinte, sur la véritable nature du libre-échange, et à condition bien sûr que ces mêmes acteurs déploient des efforts similaires pour des mobilisations nationales. Notre stratégie est arrêtée. Notre doctrine également. Elle s'appuie sur certains des principes de la charte de la Havane de 1948 pour mener une politique nationale de relations commerciales s'inscrivant dans la perspective de la construction d'un nouvel ordre commercial mondial débarrassé du libre-échange. Alors quelques rappels sur la charte de la Havane. La charte de la Havane a été signée en 1948 par 53 pays en vue de créer l'Organisation internationale du commerce, l'OIC, pas l'OMC. Le Sénat américain, qui venait de changer de majorité, a cependant refusé de ratifier le texte. Deux raisons expliquent cette décision, l'une de principe et l'autre d'opportunité. Le principe de l'équilibre de la balance des paiements, qui constitue l'apport essentiel de la charte de la Havane, aurait lié les mains à la première puissance mondiale. Les États-Unis auraient dû accepter un solde équilibré de leur balance des paiements et renoncer à l'époque à accumuler des excédents commerciaux. Quant à la raison d'opportunité, elle tient à l'immense stock de marchandises détenues par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le besoin de les écouler sur des marchés extérieurs, de donner du travail aux GIs qui revenaient au pays après la guerre et de reconvertir l'industrie militaire en industrie civile. Il fallait donc que les États-Unis puissent exporter sans limite et utiliser le dollar comme monnaie mondiale. C'est le GATT qui s'est imposé en reprenant certaines des dispositions de la charte, faisant sauter celles qui s'opposaient à un libre-échange sauvage. Ce processus a donné naissance plus tard, en 1995, à la tristement célèbre Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Je rappelle que le General Agreement on Tariffs and Trade, le GATT, signifie en français « Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ». Il a été signé le 30 octobre 1947 par 23 pays afin d'harmoniser les politiques douanières des parties signataires. Il entra en vigueur en janvier 1948. La charte de la Havane de 1948, même si elle doit être rénovée, contient certains principes et procédures susceptibles d'assurer un fonctionnement raisonnable du commerce international. Alors, quels sont les points, à nos yeux, les plus importants de la charte de la Havane? D'abord, la charte établit des liens inédits entre commerce international et emploi. C'est sur cette base que nous voulons utiliser les principes qui nous paraissent les plus intéressants pour passer des accords bilatéraux avec nos partenaires commerciaux. Dans le même temps, nous voulons les inciter à faire de même avec leurs propres partenaires commerciaux. Pourrait ainsi exister à un moment donné, impossible à préciser, de multiples accords bilatéraux
portant sur le commerce international et ayant globalement un contenu assez proche. Tout ceci pourrait faire système et donner naissance à une forme de nouvel ordre commercial mondial qui cohabiterait avec l'ancien. Voilà le contenu que nous voulons mettre dans ces accords bilatéraux. D'abord, le plein emploi, article 1. L'article 1 de la charte, qui détermine les buts de la charte de La Havane, dit clairement qu'il s'agit, je cite, d'atteindre les objectifs fixés par la charte des Nations Unies, particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement. Fin de citation. L'article 2 précise que, je cite, la prévention du chômage et du sous-emploi est une condition nécessaire pour le développement des échanges internationaux et par conséquent pour assurer le bien-être de tous les autres pays. Fin de citation. Alors on pourrait se dire que ça n'engage à rien et que d'autres textes internationaux ou nationaux contiennent ce genre de proclamation sans qu'il y ait la moindre application concrète. Certes, c'est vrai. Mais il vaut mieux que cet objectif figure plutôt qu'il soit absent. Cela permet aussi de se retirer d'un accord si cette clause majeure n'est pas respectée. Il faut donc que cette formule soit présente. Ensuite, le principe de l'équilibre de la balance des paiements, article 3, 4, 21. Dans l'article 3 de la charte, le principe de l'équilibre de la balance des paiements est celui qui nous paraît le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est que la balance des paiements? C'est un état statistique qui retrace sous une forme comptable l'ensemble des flux d'actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents d'une économie et les non-résidents au cours d'une période déterminée, l'année généralement, mais on peut faire mensuellement. Les flux économiques et financiers à l'origine de ces opérations sont répartis en distinguant le compte des transactions courantes, c'est-à-dire les échanges de biens, de services, de revenus et de transferts courants, le compte de capital, c'est-à-dire les transferts en capital, et le compte financier, c'est-à-dire les investissements directs ou de portefeuille. Selon la charte, les relations commerciales entre pays doivent reposer sur le principe suivant, je cite, « Aucun pays, à long terme, ne peut fonctionner avec une balance déficitaire. » Fin de citation. Ce qui est le cas de la France, entre autres, depuis des années. Le texte précise que, je cite, « les États membres chercheront à éviter les mesures qui auraient pour effet de mettre en difficulté la balance des paiements des autres pays. » Fin de citation. Nous sommes entièrement d'accord avec ces principes qui nous semblent permettre une réorganisation complète du commerce international fondée sur des relations équilibrées. Quand il est écrit qu'il faut, je cite, « éviter les mesures qui auraient pour effet de mettre en difficulté la balance des paiements des autres pays », fin de citation, cela signifie que les stratégies du tout à l'exportation ne sont pas viables. Les dirigeants allemands et chinois doivent d'ailleurs avoir les oreilles qui sifflent. Et l'article 21 détaille, je cite, « les restrictions destinées à protéger la balance des paiements », fin de citation, qui sont des mesures que l'on peut qualifier de protectionnistes. C'est le cas. Tout ceci est à l'opposé de la concurrence effrénée pour la conquête des marchés et de la priorité aux exportations pratiquées dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est un moyen efficace de rééquilibrer les balances des paiements. Leur objectif, cependant, n'est pas d'inverser la situation des pays concernés, c'est-à-dire de passer d'une position déficitaire à une position excédentaire, mais simplement de revenir à l'équilibre. La charte de La Havane n'hésite donc pas à avoir recours au protectionnisme, diabolisé par le néolibéralisme. Grâce à ce principe d'équilibre de la balance des paiements, le commerce international peut devenir un espace de coopération et non d'affrontement. Ensuite, des normes de travail équitable. Article 7.
Cet article propose que, je cite, « les États membres reconnaissent que l'existence de conditions de travail non équitables, particulièrement dans les domaines travaillant pour l'exportation, crée des difficultés aux échanges internationaux », fin de citation, et prévoit que l'OIC, je cite, « consultera l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, et collaborera avec elle », fin de citation. Dans nos accords bilatéraux, nous proposons d'inclure toutes les conventions de l'OIT. Un État n'ayant pas ratifié au moins une convention de l'OIT peut donc subir des mesures de rétorsion. Le dumping social est interdit, sera interdit entre pays voulant établir de véritables liens de coopération. Et donc ensuite favoriser la coopération économique, article 10. Dans cet article, la charte établit que l'OIC travaillera avec l'ONU en vue d'assurer le développement économique général et en particulier pour améliorer la situation des pays en développement en matière de financement, d'outillage, de coopération technique et de personnel de direction. Ensuite, le contrôle des mouvements de capitaux, c'est l'article 12. Les investissements étrangers sont autorisés dans cet article, mais c'est à chaque État membre de déterminer s'il les, je cite, « autorisera » et dans quelle mesure et à quelles conditions il les autorisera, fin de citation. Chaque État membre pourra prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires pour s'assurer que ces investissements étrangers, citation, ne serviront pas de base à une ingérence dans ses affaires intérieures ou sa politique nationale, fin de citation. Si l'OIC avait existé, elle aurait pu éviter un certain nombre de pratiques bien connues actuellement, les OPA, les fusions et acquisitions transfrontalières, etc. Ensuite, l'intervention de l'État est autorisée, ce sont les articles 13, 14, 15. L'article 13 propose que, je cite, « les États membres reconnaissent que pour faciliter l'établissement, le développement ou la reconstruction de certaines branches d'activité industrielle ou agricole, il peut être nécessaire de faire appel à une aide spéciale de l'État et que, dans certaines circonstances, l'octroi de cette aide sous forme de mesures de protection est justifié. » Fin de citation. Les articles suivants énumèrent ces protections, telles que subventions, contrôle des prix, etc. Les accords préférentiels entre plusieurs pays sont même autorisés, mais tout ceci se négociera dans le cadre de l'OIC entre tous les États concernés. Toutes ces mesures sont aux antipodes du libre-échange actuel, qui s'acharne à supprimer tous les obstacles au développement du commerce, soi-disant, et tout particulièrement les aides des États. Nous approuvons au contraire les mesures préconisées dans la Charte de La Havane et les mettrons en œuvre sur le plan bilatéral. Ensuite, il y a la possibilité de restrictions quantitatives, c'est l'article 20. Tout en recommandant de les éliminer, la Charte les autorise dans des conditions très précises et sous le contrôle de l'OIC. Ici, les mesures protectionnistes ne sont donc pas tabous, mais strictement encadrées. Ensuite, des garanties sur les produits de base, article 27. Selon la Charte, les produits alimentaires de première nécessité, c'est-à-dire le blé, le riz, le mil et d'autres encore, doivent bénéficier d'un régime spécial. L'article 27 considère en effet, je cite, qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, ne sont pas considérés comme une forme de subvention à l'exportation. Fin de citation. Ce système devra, là encore, être l'objet d'une négociation de tous les pays concernés au sein de l'OIC. Dans la prochaine vidéo, la numéro 77, je parlerai des accords commerciaux bilatéraux.